Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va analyser le projet de Sarah qui étudie un immeuble annoncé à 195 000 € net vendeur et à 208 000 FAI frais d'agence inclus. Avant de commencer, qui je suis? Je suis Laurent Demora, je suis conseiller en gestion de patrimoine, investisseur, je développe des outils, des simulateurs et des applis pour aider les investisseurs à analyser leurs projets et j'organise des formations sur l'investissement immobilier. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va donc analyser le projet de Sarah. Elle utilise le simulateur pour ses projets et elle m'a également demandé mon avis sur son premier investissement. Elle a pu, grâce au simulateur, se fixer un prix maxi à ne pas dépasser pour respecter son objectif financier. En deux, on va voir ensemble comment analyser ce projet, quels paramètres prendre en compte et surtout comment ne pas en oublier. On va voir également comment le simulateur nous aide à faire ça facilement et surtout avec efficacité, donc rapidement et avec précision. Troisièmement, on va aller dans le détail pour ne rien oublier. Oui, dans le simulateur, j'ai notamment créé des aides que j'appelle des anti-oublis sur des charges qu'on peut facilement oublier si on va trop vite. Les honoraires de comptable, le budget de meubles, le CGA, le centre de gestion agréé, ou la CFE, cotisation foncière des entreprises pour le meublé. Et bien évidemment, dans le projet de Sarah, on va prévoir des indexations sur les loyers, un peu de vacances locatives et bien entendu, une indexation des charges parce que malheureusement, elles aussi, elles augmentent chaque année. Donc on va faire l'étude de l'immeuble de Sarah. Alors on passe par le simulateur, donc je vous montre quand même l'accueil. On va pouvoir saisir d'un seul coup la totalité des paramètres de l'emprunteur, donc les revenus, etc. On va les voir tout à l'heure sur la page de saisie. Ensuite, tous les paramètres de l'investissement, prix d'achat, loyer, etc. Et les paramètres du crédit, la durée, l'apport, le taux et compagnie. Ensuite, on va pouvoir visualiser les données et évidemment voir le scoring bancaire qui ressort du projet et de l'analyse. Donc je vais reprendre l'analyse, l'étude telle que je l'ai saisie pour l'instant. Donc les ressources, donc ça c'est les données de l'investisseur, donc célibataire, les revenus, etc. Ensuite ses charges, le loyer, son crédit résidence principale, les investissements qu'il aurait déjà avec les loyers qu'il a déjà actuellement, qu'il reçoit actuellement, crédit auto, etc. Tout ça c'est ce qui concerne l'investisseur. Ici, c'est tout ce qui concerne le projet, donc le prix d'achat, les frais de notaire, d'agence, les travaux, la taxe foncière, le loyer, tout ça, c'est ce qui concerne l'investissement. Et ici, c'est tout ce qui concerne le crédit, donc évidemment, on vient de le voir, l'apport. Donc on va pouvoir saisir soit, en venant ici, par exemple, on va saisir simplement les données du crédit, donc la totalité, donc l'apport 0. La durée, on reste sur 25 ans, par exemple. Le taux, on va être sur du 1,65 et compte tenu du profil de Sarah, on va être maximum à 0,27 d'assurance. Donc on a les informations qui rappellent le montant disponible en épargne de façon à savoir calibrer notre niveau d'apport. Donc on nous dit que Sarah a 28 000 € d'épargne, mais qu'elle a prévu un apport de 0, donc tout va bien, on a un apport qui est inférieur au montant de l'épargne. Si jamais j'avais prévu, donc là on revient sur la page d'accueil, mais si j'avais prévu un apport de 30 000 € par exemple, alors qu'elle a que 28 000, le simulateur me prévient, il dit l'apport ne peut pas être supérieur à l'épargne disponible, donc on m'entoure les informations qui me précisent qu'effectivement il y a un petit souci. Voilà, donc on a saisi les informations de l'emprunteur, les informations sur le projet et les informations sur le financement. Je précise ici concernant le loyer, donc on a un niveau de loyer qui est le loyer que j'ai laissé exprès qui vient d'une autre étude. Je vous précise ici concernant le loyer. Donc il y a une information qui s'affiche ici qui est en grisé. Donc dès qu'on modifie la saisie, elle s'allume, on va dire. Et ici, elle se modifie aussi. Pourquoi ? Parce que c'est indiqué loyer paiement des charges. Donc soit on a un loyer charge incluse, soit on a un loyer hors charge. Si on a un loyer hors charge, eh bien au niveau des charges, eau, électricité, etc., qui concernent l'appartement ou le bien qu'on achète, on ne va pas les saisir en charge puisque on ne les reçoit pas, donc c'est pas nous qui les payons, en tout cas a priori c'est pas nous qui payons l'électricité et l'eau de notre locataire. On va payer les choses concernant les parties communes et ensuite on va répartir ça sous forme de charge, mais s'il veut se chauffer à 26 degrés au lieu de se chauffer à 19, c'est lui qui paye, c'est pas nous bien évidemment. Donc comment ça va se passer? Soit j'ai un loyer charge incluse, soit j'ai un loyer hors charge. Si j'ai un loyer hors charge, j'indiquerai 0 ici au niveau de l'eau, l'électricité, la box, etc. Si j'ai un loyer charge incluse,
Je mettrai mon loyer charges incluses ici, mais je n'oublie pas ici d'indiquer le montant des charges auxquelles correspondent mes charges qui sont incluses dans le loyer. Donc voilà, ça va se mettre à clignoter pour me préciser, c'est ces deux informations-là qu'il me faut et qu'il faut que je vérifie. Concernant la taxe foncière, je remets le montant de la taxe foncière et je vais mettre son évolution 2,5% par an par exemple. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, attention, le montant de la taxe foncière, le loyer est indiqué à 4 500, je l'ai laissé exprès pour que vous puissiez voir les choses. La taxe foncière est indiquée à 1 400. Là, on a un souci, c'est que pour 4 500 € de loyer, la taxe foncière, a priori, il y a peu de chances qu'elle soit à 1 400 €, sauf vraiment dans des petits bourgs tout paumés, où le maire a vraiment envie qu'on voit des gens arriver. Donc, il y a une disproportion, on va dire, entre le montant des loyers et le montant de la taxe foncière, et le simulateur vous invite à vérifier les informations que vous avez. Vous auriez pu vous tromper sur le montant du loyer, ou vous avez peut-être aussi une mauvaise information concernant la taxe foncière. Donc on vous dit, attention, vérifiez cette information, parce que ce qu'on vous a dit est peut-être pas bon. Voilà, donc les deux cellules clignotent de façon à ce que vous puissiez vérifier. L'immeuble de Sarah, il est à 1 390 € de loyer. Voilà, et là on n'aura pas l'alerte, je ressaisis ma taxe foncière, 2,5 de variation, et vous voyez là ça ne clignote pas, on est sur un niveau de taxe foncière qui est cohérent par rapport au montant de loyer. Ici, concernant les travaux, donc j'avais saisi 3 000 € de travaux, donc voilà, ça se saisit là, il n'y a pas de souci. Maintenant, si j'ai des travaux déductibles, donc je rappelle pourquoi on peut avoir des travaux non déductibles, ici c'est bien marqué travaux non déductibles, je peux avoir des travaux déductibles et des travaux non déductibles. Alors en meublé au réel ou au micro, puisqu'on ne prend pas en compte les dépenses, donc en meublé au réel et en SCI à l'impôt sur les sociétés, on ne fait pas la distinction entre les travaux déductibles et les travaux non déductibles. Les deux dépenses, déductibles, non déductibles, seront amorties au niveau comptable, c'est-à-dire qu'on va déduire forfaitairement un pourcentage de ces travaux chaque année pendant plusieurs années en fonction du plan d'amortissement qu'aura pris le comptable. Donc comment ça va se passer maintenant? On a des travaux déductibles et des travaux non déductibles en nu à l'impôt sur le revenu. Alors, c'est quoi les travaux déductibles? Les travaux déductibles, c'est ce qui concerne l'amélioration ou l'entretien, entretien-réparation ou amélioration de l'habitat. Donc l'amélioration, c'est quoi? Par exemple, j'ai une vieille salle de bain toute rose ou toute verte avec un vieux bidet tout pourri et plein de calcaire. Qu'est-ce que je fais? Je casse tout ça, je refais une belle salle de bain. Donc je vais mettre une super douche intégrée avec les jets et tout ça, ou alors je vais mettre une baignoire avec une porte pour les personnes âgées, ou alors je vais mettre une douche à l'italienne avec des carreaux super chouettes. Je vais améliorer ma salle de bain. C'est pas de la rénovation, mais c'est pas de la transformation de surface, c'est de l'amélioration de l'habitat, et en l'occurrence, ça s'appelle vraiment des travaux d'amélioration. Maintenant, la même chose pour la cuisine. J'ai une vieille cuisine avec une paillasse en métal comme on trouvait dans les studios il y a 10 ans. Je remplace ça par une cuisine intégrée un peu sympa que j'ai eue chez Ikea ou j'ai fait monter par un cuisiniste. C'est encore une fois de l'amélioration. Ces travaux sont déductibles. Par contre, j'ai un appart, j'ai un grand séjour de 35 ou 40 mètres carrés. Je décide que dans ce séjour, il y a trop d'espace. Je veux rajouter une chambre pour pouvoir louer un T4 au lieu d'un T3 par exemple. Ou je vais faire de la coloc, je veux prévoir une chambre de plus. Ou bien j'ai une maison et je veux l'agrandir, transformer le garage en habitation. Ça c'est de la transformation de surface, de la découpe, c'est de l'ajout de surface. Tout ça c'est des travaux non déductibles. Mes travaux non déductibles, par définition, je ne vais pas les déduire de mon revenu taxable. Par contre, le simulateur, lui, il sait quand je suis en nu, j'ai des travaux déductibles et j'ai des travaux non déductibles. Et quand je suis en meublé ou en SCI à l'IS, il sait que les deux sont comptés de la même façon. Donc ce que je vous invite à faire sur le simulateur, c'est utiliser le dispatching travaux déductibles, non déductibles. Alors, comme on est sur une simulation et comme on est à l'avant, et souvent avant d'avoir les devis des artisans, on va être obligé de faire une estimation, mais il y a beaucoup de choses qui se font comme ça. Donc vous allez dire, moi je vais avoir X travaux qui seront des travaux non déductibles et Y travaux qui seront des travaux déductibles. Et dans ces travaux déductibles, puisqu'il y a un impact fiscal, il est important de savoir quand ces travaux vont avoir lieu. Est-ce qu'ils vont avoir lieu l'année de mon achat ou est-ce qu'ils vont avoir lieu l'année suivante? Là, on est en décembre pour l'étude aujourd'hui de Sarah. Elle va acheter très probablement au mois de mars, compte tenu des délais de préavis et de compromis, etc. Il y a de fortes chances, si elle a des travaux à faire,
qu'ils aient tous lieu en année 2019. Par contre, si on achète quelque chose au mois d'octobre, au mois de novembre, eh bien, il y a une forte probabilité que des travaux se passent sur l'année de l'achat et que les travaux suivants, enfin que l'année suivante, on fasse le complément des travaux et qu'on finisse le budget travaux sur l'année N+1. Donc il faut prévoir dès le début qu'on va avoir une partie des travaux sur l'année de l'achat et une partie des travaux sur l'année qui suit l'achat. Donc c'est pour ça qu'ici, je pose la question concernant les travaux, voulez-vous... alors déjà, on précise ce que c'est les travaux déductibles, non déductibles, donc je reprécise tout ça bien évidemment. Ici, les surfaces qui vont être modifiées, les zones de saisie qui vont être modifiées, c'est les travaux déductibles 2019. Je rappelle qu'on a un projet qui commence en mars 2019. Donc l'année de l'achat, on aura des travaux déductibles. L'année qui suit l'achat, on aura aussi des travaux déductibles. Et on aura aussi des travaux non déductibles, donc qui s'appellent travaux tout court pour l'instant. Et ça va modifier bien évidemment tout ça, ça va modifier le montant emprunté. Donc un petit rappel sur ce que c'est que les travaux déductibles non déductibles et on explique tout ça sur la fiscalité IS et meublé. Donc voulez-vous les distinguer? Oui. J'ai par exemple 2000 € de travaux non déductibles, j'ai je sais pas 500 € de travaux déductibles en 2019 et 600 € en 2020. Eh bien, les informations sont complétées au fur et à mesure, et vous avez vu que au fur et à mesure que les zones sont complétées, le gris s'en va et on devient bien sur une zone déjà saisie. Donc je remets tout ça à 0 et je repasse mes travaux à 3000 pour finaliser le projet de Sarah tel qu'il est en fait. Donc ensuite, concernant les charges du projet de Sarah, on a une assurance P&O pour son immeuble d'environ 280, on va dire 280-300 €. Une évolution de l'assurance P&O, puisque bien évidemment, les assurances, ça augmente chaque année. Les charges de copro, il n'y en a pas. Et l'électricité, l'eau, la box, etc., on va estimer qu'il y a 15 €. Mais globalement, tout va être payé par le locataire. Par les locataires, pardon. Donc c'est un immeuble de 3 appartements et c'est des T1, T1 bis à peu près. Donc on a saisi la date de début du projet, l'évolution des loyers, les frais de gestion agence c'est environ 7% et les assurances loyers impayés c'est environ 3%. La vacance locative, pour l'instant on a mis 0 mais on va pouvoir modifier ça pour imprimer plusieurs projets avec des niveaux de vacances différents, de façon encore une fois quand on va aller voir le banquier à dire que tout n'est pas merveilleux au pays des investisseurs des bisounours, mais on sait qu'il peut y avoir de la vacance, on sait qu'il peut y avoir des impayés, donc on prend une assurance loyer impayé, on a prévu le projet avec 0,5 ou un mois de vacances, etc. Tout ça, c'est du bon sens, mais il faut montrer aussi au banquier qu'on a du bon sens quand on va le voir. Donc vous avez aussi une rubrique provision pour travaux, et ensuite, toutes ces zones-là, je vais vous les expliquer. Ici, vous avez le comptable plus CGA, les honoraires de comptable. Donc tout ça, c'est des charges qui sont assez souvent oubliées, mais on va les voir dans le projet de Sarah, puisque elle a une fiscalité meublée, a priori, qui va être retenue. Donc le comptable et le CGA, c'est quoi? Quand on est en SCI à l'IS ou quand on est en meublé au réel, on a l'obligation d'avoir un comptable dans la mesure où c'est lui qui va établir les plans d'amortissement. Et on va donc tous les ans faire un bilan, et donc le bilan c'est l'actif passif, et le compte de résultat c'est le résultat, le bénéfice ou le déficit de l'année. Et ensuite on a un CGA, donc centre de gestion agréé. Ça c'est obligatoire quand on fait du meublé, alors obligatoire non, mais vivement conseillé, de façon à éviter de se faire majorer le résultat, donc le bénéfice de 25%, quand on est en meublé et qu'on a pris l'option réelle. Donc comptable et CGA, généralement, on va faire les deux en même temps, quand on est en meublé. Quand on est en SCI à l'IS, on n'a pas le CGA, le centre de gestion agréé. Par contre, on a le comptable. Et le CGA, du coup, dans le simulateur, forcément, le CGA est compté à 0 quand on est sur l'option SCI à l'IS. Par contre, il est compté au montant qu'on aura saisi quand on est en meublé au réel, puisque là, j'ai l'obligation de CGA, ou en tout cas vivement conseillé. Et ici, je n'ai pas le CGA, donc je compterai mon comptable ici, mon comptable plus CGA de ce côté-là. Concernant le budget meuble, ça c'est des choses qu'on oublie assez souvent. Même si on loue en nu, on va avoir une dépense de meubles. On va peut-être mettre une table et des chaises, on va peut-être mettre un canapé, une armoire. Tout ça c'est du budget, il va falloir le financer. Donc soit on le finance sur fonds propres. Dans ce cas-là, on va dire j'ai acheté 2000 € de meubles, mais je vais dans mon simulateur mettre 2000 € d'apport. Ou alors je ne les compte pas, mais j'ai ma trésor pour les financer de mon côté. Concernant un appartement qu'on va louer en meublé, bien évidemment, il faut prévoir les meubles, y compris la télé, le grille-pain, le micro-ondes, la vaisselle, etc. Tout ce qui est obligatoire d'après le décret de juillet 2015. Et ensuite, on a la CFE. Donc la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Elle est payée par le loueur de meublé.
qui est fiscalement considérée comme une activité commerciale. Alors on paye la CFE évidemment quand on est en meublé, et alors toutes ces dépenses en fait, le comptable CGA, le budget meuble, la CFE, c'est des choses qu'on a plutôt tendance à oublier. C'est pour ça que je les ai intégrées au simulateur de façon à ce qu'on n'ait pas, qu'on ait le moins de chances possible d'oublier ce genre de paramètres. Donc maintenant, vous voyez ici, il y a plein de petites touches marquées auto, donc c'est une saisie automatique en fait. La question c'est souvent, Laurent, c'est combien les frais de gestion d'une agence, c'est combien la CFE, c'est combien un comptable, c'est combien la provision pour travaux, etc. Donc j'ai fait ce qu'il faut pour que ça soit calculé automatiquement en fonction de divers paramètres. Donc par exemple, la provision de travaux, pour un loyer de 1390, je vais prévoir 760 € de provision de travaux par an. Si j'ai un loyer à 5000 €, eh bien j'ai 2300 € de provision pour travaux. Si j'ai un loyer à 15 000 €, j'ai 6600 € de provision pour travaux par an. Donc ça c'est pour le calcul automatique. Si je décide de repasser en manuel, je dis moi j'aurai 1500 € de budget travaux par an, eh bien c'est mes 1500 € à moi qui seront pris en compte. Je repasse mon loyer à 1390, mes 1500 restent selon ma saisie. Et je veux repasser en automatique, je repasse en automatique. La CFE, la cotisation foncière des entreprises, c'est pareil, il y a une touche automatique. Voilà, vous ne savez pas combien ça va vous coûter pour 1400 € de loyer. Voilà, le simulateur vous dit environ 300 € par an, ça peut être 400, ça peut être 500, ça peut être 200, selon les communes, puisqu'on est sur une logique territoriale, en fait, au sens administratif du terme. Donc c'est les collectivités locales et territoriales qui décident de ce genre de taxes. Et donc, on ne peut pas savoir immédiatement dans telle ville combien ça va être. Et pour tel chiffre d'affaires, d'une commune à l'autre, ça peut être du simple au double ou éventuellement au triple, mais il faut bien mettre quelque chose. Donc j'ai mis quelque chose qui est relativement prudent, mais qui n'est pas non plus catastrophiste. Donc c'est un montant que vous allez pouvoir vérifier auprès d'autres personnes qui sont sur votre commune. Vous allez aussi appeler les impôts pour savoir combien ça coûte pour tel chiffre d'affaires, et ils vont vous donner une estimation a priori. Donc on repasse en manuel si on veut, on va dire qu'on connaît nous le tarif sur notre commune, c'est 200 €, je veux repasser en automatique, ça repasse à 300. Le budget meuble, j'ai un budget meuble en fonction du prix d'achat. Si j'achète un bien qui vaut 600 000 €, eh bien j'aurai 22 000 € de meubles. Si je reviens sur le bien de Sarah, 195 000, j'ai 7 000 € par défaut en meubles. Je peux décider que moi j'aurai 0 de meubles parce que c'est loué sans meubles, ou alors qu'il y a déjà les meubles et que je n'ai pas l'intention de les changer du tout. Par contre, je peux prévoir qu'il faudra les changer et je l'intègre dans ma provision pour travaux si je le souhaite. Encore une fois, le but est d'anticiper les phénomènes de trésorerie sur les années qui viennent. On ne s'arrête pas à aujourd'hui, tout va bien, on va regarder notre projet sur 20 ans, 15 ans, 25 ans, au moins en phase de la durée de financement. Et bien évidemment, on va au-delà pour savoir ce qui se passe. Quand on investit dans l'immobilier, c'est aussi pour avoir un revenu et savoir ce qui se passe quand on a fini de financer le projet. Et concernant le comptable et le CGA, voilà, pour un projet de cette taille, on va prévoir environ 150 de comptable. Si je veux le saisir manuellement, je vais prévoir par exemple 800 € de comptable et je vais prévoir 300 € de CGA et je suis revenu à 1100. Je veux repasser en automatique, je suis à 1150. Concernant les frais de gestion agence, donc en automatique, ça passe à 7%, et concernant les assurances loyers impayés, ça passe aussi en automatique à 3%. Je peux annuler cette saisie, je reviens tout de suite à 0, je décide que non, finalement, je vais gérer moi-même parce que 7% et 3%, ça me coûte trop cher, donc je ne prends pas mon agence et je ne prends pas l'assurance loyer impayé. Si je reviens en automatique concernant les frais d'agence, j'ai 5 000 € de loyer par exemple au lieu de 1390. Eh bien l'agence, en tout cas c'est ce qu'il faudra faire, va accepter de négocier ces frais, ces honoraires d'agence, donc elles peuvent facturer 7, 7,5% des loyers. Mais dès qu'on va être sur des 3 000, 4 000, 5 000 € par mois de loyer, il faut leur dire combien vous pouvez faire de remise sur les frais de gestion, parce que moi je vous amène 30 ou 40 000 € de loyer, je ne vous amène pas 1 500 € par an. Donc je vous amène 40 ou 50 000, vaut mieux prendre 6% de 50 000 que 0. Donc négociez vos frais d'agence aussi avec l'agent immobilier, tout le monde sera content, il y en a un qui va encaisser de l'argent, l'autre qui a sa gestion et puis qui va dépenser un petit peu moins. Donc le taux, en fait, le coût de la gestion externalisée est évidemment fonction du chiffre d'affaires qu'on va apporter à l'agence. Alors on a saisi toutes les infos sur l'immeuble de Sarah, mais avant de voir la suite de son projet, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un j'aime, partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas encore testé le simulateur, vous pouvez l'essayer en suivant le lien dans le descriptif sous la vidéo.
Donc qu'est-ce que ça donne? Alors ici, bon, je débloque le cadenas, donc j'annule toutes les charges. Donc évidemment, hein, comme toujours, le but c'est que vous compreniez l'impact de chacun des paramètres. Donc l'objectif c'est que si j'ai des frais de gestion, si j'ai des charges de copro, etc., je veux savoir quel va être l'impact de ça. Je veux comptabiliser ma vacance. Bon là j'avais mis 0 de vacances locatives. Mais si je mets un mois de vacances locatives, je reviens sur mon analyse. Si j'intègre la vacance locative, j'ai ce montant qui est indiqué, et si je ne l'intègre pas, eh bien j'ai un autre montant qui est indiqué. Je décide que ça y est, tout ça c'est saisi, je ne veux plus pouvoir les modifier. Je clique ici, ça devient rouge, je ne peux plus modifier ces données. En fait, ça c'est des données qu'on va changer simplement par survol de la souris. Et puis, donc on va pouvoir les condamner de façon à ne plus les modifier, ne pas les oublier quand on va imprimer le dossier pour la banque. Et ici, on a la possibilité de modifier le loyer, la durée du crédit, l'apport, les travaux. Donc je décide que je vais augmenter mes travaux, ça passe de 5 en 5, voilà, très bien. Et je décide que finalement ce sera 5000, et je saisis 5000 euros de travaux. Je veux modifier mon apport, donc là ça augmente par pas de 1000, je trouve que ça va un peu trop lentement les évolutions. Donc je modifie la vitesse, voilà, c'est pareil, je survole ma zone plus et ça change mon niveau d'apport. Voilà, donc je reviens avec 0 apport. Ma durée de crédit, c'est pareil, je vais pouvoir la modifier. Et on voit en direct, ici on voit les curseurs qui bougent. Et ici on voit la zone courbe, enfin le graphique qui change aussi de montant. Vous avez ici sur cette page la trésorerie mensuelle du projet et vous avez le scoring bancaire qui évolue en direct en fonction de vos informations. Donc je reviens sur la durée de Sarah qui est de 25 ans. Voilà, je vais revenir sur la vacance locative qui est dans le projet à 0,5. Je supprime aussi la gestion agence et je reviens sur le projet de Sarah. Voilà, donc l'analyse en meublé, voilà ce que ça donne. Ici en U à l'impôt sur le revenu. Ici en SCI à l'impôt sur les sociétés. Et ici, si je voulais faire du meublé micro à l'année, voilà ce que ça me donnerait. Donc on revient sur la fiscalité qu'a choisi Sarah pour son projet. Je reviens sur mes 1390 et je ne veux plus modifier tout ça. Je condamne la zone ici, donc je peux faire ce que je veux ici. Ça ne change rien. Par contre, je vais remettre mes travaux à 3000. Donc ici, je clique sur le bouton. Ici, je survole simplement les plus et les moins pour faire les modifications. Ici, je vais pouvoir, si je veux, modifier le montant des travaux. Donc je vais dire qu'en 2019, je fais, je sais pas, on va dire 0. Voilà, et puis en 2020, je fais aussi 0 de travaux, donc tout ça, c'est pris en compte. Donc voilà la trésorerie dans le temps concernant le projet d'investissement de Sarah. Donc on a à peu près 1000 euros de trésor de positif à la fin de l'année, en année 1. Et ensuite, ça diminue. Alors pourquoi? Alors ça monte encore l'année suivante. Pourquoi est-ce que ça diminue? Ici, on a les phénomènes de paliers qui sont liés aux investissements, aux amortissements par composante. Donc on a des corps de métier en fait du bâtiment qui sont amortis sur des durées plus courtes que d'autres, ce qui fait qu'en début de projet, on a un montant d'amortissement qui vont être déduits en fait fiscalement, qui est supérieur à ce qu'on va pouvoir déduire dans les années qui suivent. Donc par exemple, il y a des choses qu'on va amortir sur 10 ans, la 11e année, on n'a plus cette dose d'amortissement qu'on pouvait déduire, et donc on va avoir un montant taxable à revenu strictement identique, on va avoir un montant taxable qui va augmenter, et donc une trésorerie qui va diminuer puisqu'on va payer de l'impôt sur un revenu supérieur, même si on n'a pas changé le reste, la trésorerie, le revenu, les charges, tout ça on ne les a pas changés. Eh bien le simple phénomène de disparition d'une tranche des amortissements va augmenter notre revenu taxable. C'est pour ça que c'est important d'avoir une projection. Là, ici, on a une projection sur 25 ans ici pour cette partie. Ici, on a les effets cumulés de trésor jusqu'à 30 ans. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, je reviens dessus, les paramètres PNO, charge de copro, électricité, tout ça, c'est des choses qui sont indexées. Donc on va évidemment indexer les loyers, on a indexé le loyer de 1,2%, mais on va aussi indexer l'assurance PNO parce que j'ai jamais vu une assurance PNO qui diminue d'année en année sans qu'on ne demande rien à notre assureur. Donc moi j'ai une logique qui est de demander tous les 3-4 ans. Je dis attention, là je me suis pris trop de hausse depuis 2 ans, il faut faire quelque chose, et puis on négocie un petit peu, on a un petit cliquet à l'envers,
mais il faut que la compagnie ait envie. Le P&O, c'est un mauvais risque pour un assureur, c'est-à-dire que c'est un risque sur lequel il y a beaucoup de sinistres, et donc ils n'aiment pas trop aller là-dessus. C'est pour ça qu'il y a des compagnies qui n'y vont pas. Il y a des compagnies qui ont des tarifs dissuasifs de façon à ne pas prendre le risque. Ils préfèrent que vous alliez chez le voisin pour assurer ce mauvais risque. Et puis il y en a d'autres qui acceptent de jouer le jeu, mais tous les ans il y a une indexation, comme votre assurance voiture et votre assurance maison. C'est assez rare que sans qu'on dise rien, le montant de la cotisation diminue. Donc je reviens sur l'analyse. Donc on a tous les éléments ici. Alors ce qui est important, c'est qu'on a le scoring bancaire, on a la trésorerie mensuelle. Ici évidemment on a le montant qu'on a emprunté. Si je change mon TMI, ça va changer évidemment la trésorerie. Je peux décider pour les expatriés de mettre le taux forfaitaire à 20%, qui va passer à 25% de mémoire au 1er janvier 2019. Et ensuite, on va avoir, et je mettrai le simulateur à jour à ce moment-là, on devrait avoir, pour l'instant c'est parti pour, la disparition des prélèvements sociaux concernant les expats. Donc je reviens sur ma TMI 30. Voilà, donc on a les effets de trésorerie sur la durée. Je voudrais voir mon projet pour présenter à la banque. Eh bien, je veux l'imprimer, je vais cliquer ici, ça prépare l'impression, donc je ne vais pas vous l'imprimer. Et je vais aller voir le projet simplement, là, le document que je veux présenter à la banque. Eh bien, ça finissait de fabriquer le PDF. Donc je viens voir ici ce document, donc je vous le refais. Ici, je clique sur banque et j'ai le projet à présenter à la banque. Je clique ici pour aller voir la page 2 du projet pour la banque. Je reviens sur la page 1. Voilà, tout est visible immédiatement. Je peux aller voir dans le détail tout ce qui est prévu ici de montrer à la banque. Donc voilà, je vous le refais au ralenti pour que vous le voyez. Voilà. Et alors, je veux l'imprimer, je l'imprime ici. Je veux aller sur la page de préparation de l'impression. Je vais cliquer ici. Je reviens tout de suite après sur la page d'impression. Donc je reviens sur mon analyse. Je peux aller directement sur l'analyse fiscalité. Donc voilà, j'ai l'analyse fiscale. Donc compte tenu des amortissements, au début, je n'ai pas de revenu taxable. Et ensuite, le revenu taxable commence à augmenter. Voilà, je reviens ici, je repasse en nu et je reviens voir ma fisca et j'ai tout de suite un revenu taxable et donc de l'impôt et de la CSG et une trésorerie négative. Je vais vous montrer la page qui prépare l'impression. Donc je viens ici sur la page. Donc quand j'ai rien saisi, en fait tout ça c'est blanc. Je vais saisir simplement I pour immeuble, M pour maison et A pour appartement. Donc là j'ai un immeuble. Je saisis mon immeuble, donc j'ai indiqué déjà ce qu'était le produit de Sarah, je ne vous dis pas la ville. Voilà, tout ça c'est déjà saisi. Je vais saisir 3 appartements de type 1, T1 bis, etc. Je dis à quelle clientèle je m'adresse et je regarde mon document banque. Et bien il reprend les informations que j'ai saisies. Tout simplement, vous n'avez plus rien à faire, vous avez juste à lancer l'impression. Donc je reviens sur la page saisie, la page impression. Vous pouvez aller voir sur la page fiscale et vous pouvez aller voir sur la page du résumé du projet. Donc vous avez tous les chiffres rapidement repris. Et ici, vous avez le projet d'investissement en chiffres. Donc en bleu, vous avez le capital restant dû qui diminue. Et en gris, vous avez la trésorerie qui monte, puisque c'est un projet avec une trésorerie positive globalement. Donc je reviens ici et je vous montre la page 2 de la fisca, puisque je ne vous l'ai pas montré. Vous avez évidemment des graphiques. Donc les recettes brutes et les charges brutes, de façon à montrer à la banque qu'on est plutôt dans le vert, donc en positif. Et ensuite, vous avez la fisca et la trésor nette après fiscalité, de façon encore une fois à montrer que vous êtes un petit peu renseigné sur les impacts fiscaux de votre projet. Donc tout ça, c'est de la crédibilité pour vous. Vous amenez quelque chose qui est propre au banquier, donc d'abord, il n'a pas lui-même à faire les calculs et à tout recopier, tout est là. Et ensuite, surtout, vous allez lui montrer que vous êtes bon, c'est-à-dire que vous avez prévu de la vacance, vous avez prévu l'évolution des charges, l'évolution de la taxe foncière, vous avez prévu l'évolution des loyers, vous avez prévu de la vacance locative, vous avez prévu votre fiscalité. Vous avez une autre allure chez le banquier quand vous allez venir lui parler comme ça. Donc je reviens sur la page impression, voilà, il y a juste à lancer l'impression. Je veux lancer les 3 documents, j'appuie sur Print ici. Je veux modifier, je viens d'imprimer avec une durée de crédit de 25 ans. Je veux repartir sur une durée de 20 ans. Par exemple, non pas parce que j'ai l'intention d'investir sur 20 ans, enfin d'avoir un crédit sur 20 ans, mais pour montrer au banquier que sur 20 ans, ce sera moins bien pour moi que sur 25 ans. C'est pareil, quand on veut vendre une idée, l'idée c'est aussi de dire, voilà pourquoi cette idée est bonne, et voilà pourquoi celle-là que vous voudriez me proposer, parce que je sais que vous aimez les durées plus courtes,
Pourquoi pour moi ce serait moins bien? Eh bien, on va lui imprimer le projet 20 ans, le projet 25 ans, et on va lui expliquer par des chiffres que la solution 25 ans est meilleure pour nous. Après, il écoute ou il n'écoute pas, mais en tout cas, il écoutera plus si on lui explique de façon claire que si on dit simplement non, moi je veux du 25 ans parce qu'on m'a dit que c'était mieux. Voilà. Là, on est quelqu'un de crédible. Et évidemment, bon, quand on modifie la durée, le simulateur prévoit que comme on change de durée, on change de taux. Donc là, je l'avais saisi, mais voilà, je reviens sur 1,65 en étant sur 25 ans. Donc c'est pareil, si je modifie l'apport, les travaux, la vacance locative, j'ai juste à changer ma donnée. Moi, pour des clients, je fais des projets. Allez, je sors 8 études en 3 minutes. Donc avec deux durées de crédit, 2 niveaux de vacances locatives, ça fait 4 projets, fois 2 durées, fois 2, ça va très très vite. Donc voilà, vous avez le simulateur, vous avez logiquement compris comment ça fonctionne sur le projet qu'on vient d'étudier, qui est le projet de Sarah. Donc Sarah, c'est un immeuble sur lequel on est encore en négociation, alors je vais vous dire pourquoi maintenant. On revient sur l'analyse, et je reviens sur le meublé. On est en positif, mais d'une manière un petit peu trop faiblarde. Donc Sarah a un objectif financier, et on a fixé ensemble le prix FAI, donc frais d'agence inclus, à 180 000 euros. 180 000, donc je vais passer l'agence à 0. Voilà, on a un prix d'achat net vendeur, un prix d'achat, donc FAI, mais je le saisis directement ici, 180 000, parce qu'on a un objectif financier qui est qu'il y ait environ 2 000 euros de trésorerie à la fin de l'année, pour un projet à pratiquement 200 000 euros, hein, notaire compris. Donc elle, son objectif, c'est d'avoir au moins 2 000 euros à la fin de l'année. Et sachant qu'en année 15, on tombe à 800, voilà, pour elle, c'est la limite, c'est 180 000. Donc on est en ce moment en train de négocier, on a fait une première offre, elle a fait une première offre, pardon, et puis on attend le retour du propriétaire qui a l'air un peu gourmand, donc voilà, c'est le jeu de la négociation et on avance lentement, mais si on ne vient pas sur notre prix, on sait qu'on n'achètera pas, parce que on connaît notre limite et on connaît notre objectif. Donc on reste froid, on reste objectif. Moi, mon objectif, c'est d'avoir ce niveau de revenu. Je peux l'avoir avec tel objectif de prix. Au-delà de cet objectif de prix, je n'achète pas mon bien puisque je ne respecte plus mon critère d'objectif de revenu. On va voir maintenant le scoring bancaire du projet de Sarah. Donc je reviens ici et je vais voir le score. Donc on est sur 15 sur 20 de scoring. On a un apport suffisant? Non, puisqu'on emprunte la totalité. La banque prêterait au maximum ce montant, 1 500 euros, compte tenu du revenu, de la capacité d'épargne et de l'endettement de Sarah. On a un besoin de mensualité de 850 euros. Je ne suis pas très inquiet sur l'obtention du financement. Et ensuite, on a la notation de tous les critères, le respect des règles de la banque, l'endettement, le rendement du projet, etc. Tout ça, c'est noté et ça vous donne les informations concernant votre scoring. Si on veut avoir un petit peu plus d'informations, on va aller voir les points forts et les points faibles. Donc quand vous allez, c'est pareil, quand vous allez aller négocier chez le banquier, pour obtenir le financement ou le financement que vous voulez, il va falloir lui expliquer quels sont vos points forts. Le simulateur vous les indique. Alors évidemment, on n'insistera pas sur les points faibles, mais il faut en être conscient. Savoir qu'on va nous dire ce problème-là, vous l'avez. Par exemple, un apport insuffisant. Eh bien, on a de quoi répondre en disant oui, mais moi j'ai tel avantage, et c'est quoi mes points forts? Je respecte les règles d'endettement très largement, puisque vous me prêteriez, compte tenu des 33% sur mon revenu, des 70% sur les loyers, vous me prêteriez 1 500 euros, moi je demande 850 euros, donc vous avez un bon dossier sur ma situation. Ensuite, j'ai une épargne régulière démontrée, Sarah épargne environ 2 000 euros par mois, donc eh bien, dans mes critères positifs, il y a donc la possibilité de me prêter pratiquement le double de ce que je demande. Et ensuite, j'épargne tous les mois 2 000 euros. Ça, c'est les points forts. Les points faibles, un niveau d'apport faible et une épargne disponible qui n'est que de 28 000 euros pour un projet à 200 000 à peu près à financer. Donc on peut considérer que c'est un peu faible. Maintenant, tout le monde n'a pas 28 000 euros dans la poche. C'est le résultat d'un peu plus d'un an d'épargne, donc c'est très raisonnable. Et donc la conclusion, voilà, sur le scoring. Je vous le passe, vous mettrez en pause pour voir les détails. Voilà, on a fini l'étude de Sarah. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous invite encore une fois à liker et à partager. Si vous n'avez pas testé le simulateur, je vous invite à le faire parce qu'il est quand même super bien.
Et puis, vous en aurez très probablement besoin pour faire vos investissements, pour vendre vos projets aux banquiers et pour analyser sainement vos investissements. À bientôt pour une autre étude. Au revoir.